je me présente Théodore Soulier, donc vous m'avez peut-être déjà eu pour la masterclass neuro. Moi, du coup, j'ai fait un internat de neurologie et je travaille au centre d'investigation clinique de l'Institut du cerveau, à la Pied-Salpêtrière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de doubler casquette LCA et neuro. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de balayer vraiment toute la LCA en 4 heures. On va commencer par des rappels sur les études diagnostiques. Ensuite, donc, on va faire des rappels sur l'épidémiologie avec l'étude cas témoin et les études exposées et non exposées. Ensuite, donc, on va passer donc, aux essais thérapeutiques. Donc, on verra les procédures de randomisation. Et puis, donc, on terminera avec les études de survie. Donc, comme vous n'êtes pas nombreux, vous me posez des questions dès qu'il y a une question. Donc, tout d'abord, ça, c'est pour rappeler un petit peu dans quel contexte on s'inscrit. Donc, vous savez qu'en LCA, donc, il n'y a pas 36 études qui sont tombables, en fait. Donc, il y a les études qu'on appelle expérimentales. Donc, on verra tout à l'heure les études de supériorité et les études de non-infériorité. Donc, c'est les essais thérapeutiques et puis les études épidémiologiques, au sein desquelles on distingue classiquement l'épidémiologie descriptive, donc qui ne fait que recueillir la valeur d'un paramètre. Donc, études de prévalence, enquête d'incidence, enquête de pratique. Mais ce n'est pas ça qui tombera à l'EDN. Ce qui tombera, c'est l'épidémiologie analytique, où, comme on va le voir, on cherche à mettre en évidence une relation entre une exposition et une observation, au sens très large d'exposition et d'observation. Donc, on va voir comment on quantifie cette association, comment on utilise sa significativité et comment on utilise son indépendance vis-à-vis de facteurs de confusion. Donc, pour ça, on regardera plusieurs exemples. Et enfin, le vilain petit canard qui est tombé en 2018, qui a fait beaucoup de dégâts, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir, et c'est pour ça qu'on va commencer par en dire un petit mot sur la première demi-heure là. C'est l'évaluation de procédures diagnostiques. Donc, on va commencer par ça, et puis ensuite, on va remonter comme ça du bas vers le haut. Donc, l'évaluation de procédures diagnostiques. Désolé, je suis un petit peu malade. Sur une procédure diagnostique, donc ça désigne en fait, ça peut désigner deux types d'études, donc il faut bien clarifier les termes. Le premier type d'étude, c'est les études d'impact diagnostique. Une étude d'impact diagnostique, finalement, c'est exactement comme un essai thérapeutique en termes de méthodologie. L'étude d'impact diagnostique, c'est quoi? C'est que au lieu d'allouer le traitement A ou le traitement B par randomisation à des patients dans un essai thérapeutique, on va leur allouer la stratégie diagnostique A ou la stratégie diagnostique B. On va voir sur un critère de jugement, finalement, qui est-ce qui survit le plus, qui est-ce qui a le meilleur critère de jugement par rapport à l'autre. Par exemple, stratégie de diagnostic classique de l'embolie pulmonaire, donc corps clinique, plus ou moins des dimères, si positif en angioscan, et versus, par exemple, angioscan d'emblée à tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc, tout se passe comme si vous aviez deux molécules qui correspondaient chacune à chacun des bras, et à la fin, vous allez voir qui survit le plus. Donc ça, c'est l'étude d'impact diagnostique. Elles n'ont aucune spécificité nette par rapport aux études expérimentales type essai thérapeutique. Donc, si ça tombe, en fait, il faut juste que vous disiez, je suis comme dans l'essai thérapeutique, il n'y a rien de particulier en plus. Ce qui est par contre très spécifique, très différent, c'est les études de performance diagnostique. Donc ça, je vais vous en dire un petit mot. Les études de performance diagnostique, donc ce sont des études observationnelles transversales où on cherche à voir les performances, donc on va voir comment on quantifie ces performances, un nouveau test à l'étude par rapport à un test préexistant qu'on appelle le gold standard. Ce gold standard, c'est un test qui est déjà publié, utilisé, validé dans les recommandations. Et donc ça, c'est très important, c'est que le gold standard, c'est lui qui décide en fait du statut malade ou non malade. Donc c'est un absolu, c'est-à-dire qu'en aucun cas on peut remettre en cause dans cette étude, je dis bien dans cette étude-là, les problèmes de sensibilité et de spécificité du gold standard. Le gold standard dit malade, le patient est malade. Ce qui permet donc du coup par comparaison gold standard de voir l'agrément de notre test, qui peut être donc en agrément avec le gold standard, vrai positif, vrai négatif, ou en désaccord, faux négatif, faux positif. Ça vous connaissez très bien, je pense, c'est ce qu'on appelle une table de contingence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de cette table de contingence, en fait, on tire plusieurs types de paramètres, on appelle donc des paramètres opérationnels. Et il faut bien comprendre ce qui signifie, en fait. Donc, il y a les paramètres dits intrinsèques, donc sensibilité et spécificité. Ces paramètres intrinsèques, ils sont intrinsèques parce qu'ils ne dépendent pas de la population où vous faites le test. D'accord, ils sont intrinsèques au test, ils dépendent que du test et de son seuil.
Et donc, ces paramètres intrinsèques, donc sensibilité et spécificité, c'est la probabilité, sachant le statut du malade, que le test soit positif ou négatif. Et donc ça, c'est paramètres intrinsèques. Il faut bien comprendre que ça n'a aucun intérêt pour un clinicien. D'accord? Moi, par exemple, je suis neurologue. J'en ai absolument rien à faire de connaître la probabilité, sachant que mon patient fait un AVC ischémique, que l'IRM me montre une restriction de diffusion. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire le paramètre extrinsèque ou probabilité pré-test, pardon, probabilité post-test, donc pour les paramètres extrinsèques. Donc cette probabilité post-test, je vais développer pourquoi on appelle ça post-test. Elle dépend de la population où on fait le test, et ça je vais l'expliquer juste après, pour que vous compreniez bien la différence. C'est par la valeur prédictive positive qui est la probabilité, sachant que l'IRM me montre une restriction de diffusion, que mon patient fasse un AVC ischémique. Vous comprenez? Donc, les paramètres intrinsèques, donc ceux qui dépendent que du test et de son seuil, ils ne dépendent pas de la population où vous faites le test. Ça, c'est intéressant, par exemple, pour un chef de service de radiologie qui doit acheter une machine. Est-ce qu'il prend une Siemens, une General Electric? Là, c'est intéressant pour lui de savoir si je suis sûr que mon patient fait un AVC ischémique et la probabilité que l'IRM montre une restriction de diffusion, ça l'intéresse. Même chose pour un chef de service de biologie médicale qui doit acheter une machine de PCR. C'est important de savoir, sachant que je suis sûr que mon patient a le Covid, et la probabilité que la PCR soit positive. Mais ces paramètres-là, ce n'est pas du tout ça qui intéresse le clinicien. Le clinicien, il est intéressé par, sachant que ce test-là est positif, qu'il y a la probabilité que le patient soit malade. Et donc ça, on va développer un paramètre donc extrinsèque ou probabilité post-test. Donc ça, tout ça, c'est des synonymes. Donc par exemple, si vous prenez, on va s'intéresser ici à la valeur prédictive positive d'un test. Donc c'est synonyme à sa probabilité post-test. Ça correspond à un paramètre extrinsèque. Et donc on va développer tout ça. Donc déjà, pourquoi on dit donc probabilité post-test? Parce que comme je viens de l'expliquer, c'est probabilité, sachant le résultat du test, que mon patient soit malade. D'accord? Donc c'est la probabilité après avoir fait le test. Ça s'oppose à ce qu'on appelle la probabilité pré-test, c'est-à-dire l'a priori que j'ai avant même de faire le test sur le statut de mon patient. La probabilité pré-test, c'est quoi? C'est, par exemple, j'ai un patient qui est tuberculeux, quelle est la probabilité qu'il ait aussi le VIH? Sa probabilité pré-test d'être VIH, c'est quoi? C'est l'a priori que j'ai le statut VIH du patient avant même d'avoir fait le test VIH. Et donc, en l'absence d'informations, comment on peut faire? Finalement, c'est en l'absence d'autres informations, c'est uniquement la prévalence de la maladie dans la population où on fait le test. Si je n'ai pas plus d'infos, la probabilité pré-test de ce patient, c'est la prévalence du VIH chez les patients tuberculeux. D'accord? Donc, c'est l'a priori que vous avez, en fait, la seule info que vous connaissez, c'est la prévalence de la maladie dans la population où vous faites le test. C'est l'a priori que vous avez sur le statut du patient avant de faire le test. Et vous allez faire le test, qui va du coup, donc normalement, modifier cet a priori, modifier cette probabilité pré-test. Et cette modification de probabilité pré-test, elle correspond mathématiquement à ce facteur qu'on appelle le rapport de vraisemblance positif. Donc, votre probabilité post-test, donc la probabilité post-test, donc après avoir fait le test, c'est le produit de l'a priori que vous aviez avant de faire le test fois ce facteur. Ce facteur, c'est quoi? En fait, ce facteur, donc pour la VPP, c'est sensibilité sur 1 moins spécificité. Donc, vous retrouvez ici en fait des paramètres sensibilité spécificité, donc des paramètres qui ne dépendent que du test. Et donc, si on prend un peu de recul, cette équation est intéressante parce que finalement, ça vous dit que la probabilité post-test, donc on peut prendre par exemple la valeur prédictive positive, c'est le produit de quelque chose qui dépend que de la population, d'accord? Donc c'est la probabilité pré-test. Donc on voit, c'est l'a priori que vous avez sur le statut du malade avant de faire le test. Donc la seule info que vous pouvez exploiter, c'est la prévalence de la maladie dans la population où vous faites le test. Ça dépend que de la population. Fois ce rapport de vraisemblance. Ce rapport de vraisemblance, lui, il dépend que du test, puisque vous voyez, c'est des facteurs intrinsèques au test. Et ça, cette relation-là, donc elle se modélise. Elle se modélise donc par cette première figure qu'on appelle le normogramme de Fagan. Hop, alors voilà. Le normogramme de Fagan, il faut le voir en fait exactement comme une table de multiplication améliorée. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est que on retrouve en fait exactement l'équation que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la probabilité post-test, donc la VPP ou VPN, c'est le produit de la probabilité pré-test, donc l'a priori que vous avez sur le statut du patient avant même de faire le test, fois le rapport de ressemblance qui est le reflet des paramètres intrinsèques au test, donc sensibilité sur 1 moins spécificité. Et donc on peut s'amuser, par exemple, on va prendre des différents exemples. J'ai un patient marathonien qui a une troponine positive. Quelle est la valeur prédictive positive
de cette tropo positive chez ce patient marathonien. Donc la VPP, donc c'est une probabilité post-test, c'est-à-dire donc, sachant que le patient a une troponine positive, quelle est la probabilité qu'il soit en train de faire un événement coronarien. Eh bien, cette probabilité post-test, cette VPP, du coup, donc c'est le produit de la probabilité pré-test. Donc, la probabilité pré-test, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est avant même de faire la tropo, la probabilité que mon marathonien fasse un événement coronarien. Donc, cette probabilité pré-test, c'est du coup la prévalence des événements coronaires chez les marathoniens, qui est extrêmement faible, puisque c'est très incompatible avec l'exercice du marathon. On va dire, allez, 0,2%. C'est-à-dire qu'il y a 0,2% des marathoniens, et je suis vraiment généreux, qui font des événements coronaires. Donc, c'est l'a priori que j'ai. Avant même de faire le test, c'est la seule information que je peux exploiter. Et puis, donc, ça dépend ensuite, donc, ça dépend en étant multiplié par un paramètre qui est spécifique au test, qui est le rapport de vraisemblance, encore une fois, qui est le reflet des paramètres intrinsèques au test, sensibilité et spécificité. Donc là, ça va être en gros ma machine de dosage enzymatique de la troponine. Est-ce qu'elle a un bon rapport de vraisemblance ou pas? Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est un rapport de vraisemblance à 1, parce que s'il vaut 1, c'est-à-dire que ça ne modifie pas la probabilité pré-test. Donc, autrement dit, le test est ininformatif. Donc, un bon rapport de vraisemblance, c'est quoi? C'est quand on commence à se rapprocher de 10. Donc, par exemple, là, j'ai une machine de dosage de la troponine qui est fiable. Donc, je multiplie ma probabilité pré-test. Donc, mon marathonien, avant de faire le test, il y a une probabilité pré-test qui est la prévalence de l'événement coronaire chez les marathoniens, par ce rapport de vraisemblance, là, qui vaut 10. Et donc, je trace comme ça le trait. Et je tombe sur 2%. C'est-à-dire qu'il y a 2% de chances que ce marathonien, qui a une troponine positive, soit effectivement un patient avec un événement coronaire. Donc, ce qui est finalement extrêmement faible. D'accord? Autrement dit, là, on va peut-être pas sauter sur bolus d'aspirine, appel de Lusic, etc. Probablement, on va plutôt redoser une tropo. C'est vraiment un faux positif. Ce que je veux que vous compreniez pour être convaincu de ça, c'est que si maintenant je le fais dans une autre population, par exemple, je vais le faire en EHPAD, là, en EHPAD, la prévalence des événements coronaires est beaucoup plus importante. On va dire, par exemple, qu'on peut être jusqu'à 30% d'événements coronaires. Donc 30% d'événements coronaires. Donc ça, c'est la probabilité pré-test. C'est-à-dire que du coup, si j'ai un patient d'EHPAD, il y a 30% de chances qu'il ait eu un moment il y a 30% de chances que ce patient, avant même de faire le test, la seule information que j'ai sur lui, c'est que la prévalence de la maladie à la population où je fais le test, c'est le 30%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 30% de chances, si j'ai pas d'autre information, qu'il fasse effectivement un événement coronaire. Je multiplie du coup donc, par le même rapport de vraisemblance, parce que c'est le même test, c'est la même méthode de dosage, donc ça n'a pas bougé. Et donc là, du coup, je tire le trait. Et donc, je tombe sur, du coup, 70%. C'est-à-dire qu'il y a 70% de probabilité post-test, la VPP est de 70%, c'est-à-dire qu'il y a 70% de chances que la positivité de la troponine chez ce patient, du coup, donc en EHPAD, signifie effectivement qu'il fasse un événement coronaire. Autrement dit, là, effectivement, là, j'ai peut-être excité sur bolus d'aspirine, appel de Lusic. Alors, c'est pour vous dire que cette probabilité post-test, donc la VPP, la valeur prédictive positive, qui apparaît donc extrinsèque, il est bien extrinsèque parce qu'il dépend vraiment complètement de la population. Vous voyez qu'avec le même test, donc avec le même rapport de vraisemblance, la même méthode de dosage, avec sa même sensibilité et spécificité, sur la population où je fais le test, la positivité du test n'a vraiment pas du tout la même signification clinique. La probabilité que, sachant le résultat du test, le patient soit malade n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est important pour le DN, mais c'est aussi important pour votre exercice. D'accord? Si vous êtes de garde aux urgences en premier semestre et que donc vous avez un patient jeune sans antécédent et on lui a dosé une tropo et puis donc elle revient positive, interrogez-vous. D'accord? Si la méthode de dosage à tropo est fiable, s'il n'avait aucune raison d'être tropo plus, autrement dit la prévalence de l'événement coronaire dans la population où vous avez fait le test est extrêmement faible, vous retrouvez quand même une probabilité post-test qui est très faible. Donc c'est-à-dire que le premier truc à faire, c'est peut-être un, se demander pourquoi elle a été dosée, et deux, peut-être de la redoser. La même tropo, avec la même méthode de dosage chez un patient qui maintenant a des raisons d'avoir un événement coronaire, là effectivement, si elle est positive, elle n'a pas du tout la même signification en termes de probabilité. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'on interprète et qu'on applique ce normogramme de Fagan. Alors, je vais regarder si. Est-ce que vous avez des questions?